On va accueillir tout de suite Monsieur Raphaël Matevet qui va faire une présentation globale des problématiques environnementales. Monsieur Babin, peut-être, vous pouvez rester si vous le souhaitez ou vous revenez tout à l'heure. Voilà, donc je vous laisse la parole, Monsieur Matevet. Est-ce que vous voulez peut-être vous installer peut-être ? Vous permettez, je vais m'asseoir. Donc bonsoir à tous. Donc merci je voulais remercier les organisateurs de cet événement et puis vous remercier également pour cette invitation à contribuer à vos journées. Alors évidemment, après Didier Babin qui vous a remonté le moral, j'en doute pas, assez aisément, je ne voudrais pas non plus vous ensevelir de trop d'informations. Et donc en fait, je vous propose de partager simplement quelques chiffres d'abord, ensuite de partager ensemble un triple constat, et puis essayer d'en tirer 3 propositions pour la suite. Alors des chiffres d'abord, je sais que nous sommes vendredi, il y a le loto. Donc pour ceux qui n'ont pas encore validé leur billet, leur ticket, donc il y a le 3, le 6 et le 9. Donc évidemment, ce ne seront pas les résultats du loto puisque le tirage aura lieu tout à l'heure. Hein. Mais en fait, ces 3 chiffres, ils résument assez aisément ce que pense la communauté scientifique des défis du XXIe siècle. 3, ce sont les 3 degrés Celsius de réchauffement vers lequel nous allons, malgré les accords de Paris. Et ça signifie ce qu'a déjà souligné Didier Babin, mais ça signifie surtout nous allons avoir besoin d'une coordination inédite à l'échelle internationale et nationale, mais aussi au niveau, aux échelons régionaux et locaux. D'une part, donc cette coopération internationale et nationale, etc., multiscalaire, et on aura aussi besoin d'une transformation de toute façon très profonde de nos modes de vie et évidemment de l'accès à l'eau, puisque nous sommes dans le sud de la France et tout le monde suit les prévisions qui vont impacter l'ensemble de l'Europe et en particulier le sud de la France. 6, c'est l'autre grand chiffre, c'est que nous vivons la 6e crise d'extinction du vivant à l'échelle planétaire. Et donc, contrairement aux précédentes, cette fois-ci, c'est avéré, hein, pour ceux qui ont encore des doutes, nous en sommes responsables, nous les humains, par nos activités d'extraction et par nos activités productives. Et donc l'idée, évidemment, c'est dès à présent d'essayer de mieux préserver, de mieux tenir compte de la biodiversité dans les choix d'aménagement et dans les choix de gestion de nos territoires. Enfin, 9, c'est la grande question, c'est comment nous allons nourrir bientôt 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050 à l'échelle de la planète. Et donc, ce qui signifie qu'on doit déjà s'engager dès aujourd'hui, à mettre en œuvre des pratiques agricoles écologiquement intensives, au sens où elles devront être à la fois très productives et à la fois respectueuses des sols et de l'environnement. Donc voilà pour les chiffres, vous pouvez les retenir aisément. Mais je voudrais en venir à présent au constat, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement on a appris ces dernières décennies sur ces sujets. Le premier constat, encore en écho à ce que disait Didier Babin, c'est que depuis longtemps, en fait, je regardais les chiffres, en 1958, les effets du réchauffement climatique étaient déjà très bien identifiés. Le principe de l'effet de serre était déjà connu, valorisé par tous. Donc depuis longtemps, on a énormément de rapports scientifiques, on a un grand nombre d'expertises, on a une somme de synthèses dans la presse et dans les médias divers et variés qui documentent tous les bouleversements d'usage, tous les bouleversements d'occupation des sols, qui documentent l'érosion incroyable de la nature, de la biodiversité et le changement climatique. Et donc finalement, on documente assez bien, et plutôt bien même, les changements.
On a très bien identifié les problèmes, les causes. Finalement, on connaît assez bien ce que l'on a détruit. On connaît plutôt bien ce que l'on est en train de détruire aujourd'hui. Et on peut dire même que depuis quelques décennies, nos actions, ici et ailleurs, évidemment, ont pris une ampleur totalement inédite dans le temps et dans l'espace. Et donc, on observe que, finalement, ce premier constat, c'est que les humains n'ont jamais eu autant de pouvoir d'agir et on n'a jamais eu autant de pouvoir de reconfigurer le monde. Le second constat, c'est que malgré ce pouvoir, quand on voyage un peu ici et là, on voit que l'éco-anxiété envahit les esprits. Et donc on découvre dans pas mal de régions, dans pas mal de localités, un sentiment de résignation qui a tendance à dominer face au caractère vraiment jugé inévitable, voire même irréversible de ce qui nous arrive. Et donc c'est... Pourquoi il est jugé inévitable? C'est parce qu'on a à faire face à un paradoxe finalement, c'est qu'avec la mondialisation des technologies, des échanges, on a mis en évidence, ça devient de plus en plus visible, qu'on dépend de beaucoup de choses et on est pris dans des jeux d'interdépendance, on l'a vu avec la Covid-19, des interdépendances sociales et écologiques, et que dans le même temps, les relations de causalité, la distribution des responsabilités au niveau individuel et collectif sont difficiles à établir. Et donc on est pris dans un sentiment d'urgence d'agir, on nous invite à agir en connaissance justement parce que de cause, puisque nous avons connaissance désormais via tous les médias, tous les jours, des injustices sociales et environnementales de nos actions. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de substituer à l'incompréhension, de substituer au déni, des modalités, des pratiques qui permettent de créer de l'entendement, qui permettent de créer de l'intelligibilité. En d'autres termes, c'est de mettre des mots sur ce qui nous arrive, c'est oser dire ce qui nous arrive, et c'est de remplacer ce sentiment d'impuissance par le pouvoir d'agir. Le troisième constat, c'est que dans ce paysage très incertain, cette mer plutôt agitée dans laquelle nous sommes entrés, apparaissent heureusement de nombreux îlots où justement les volontés individuelles s'agrègent, se transforment en actions collectives et rencontrent justement l'action publique portée par les élus et les collectivités territoriales ou les services de l'État. Et donc l'enjeu, c'est véritablement de faire ce que l'on appelle des territoires capables, c'est-à-dire des territoires capables à la fois de penser, mais aussi d'agir pour la nécessaire transition écologique, énergétique, économique, sociale et solidaire. Et donc parce qu'en fait on dépend, si vous voulez, de choses qui en retour dépendent de plus en plus de nous, en fait nous sommes en capacité de changer les choses et de donner définitivement du sens à nos actions quotidiennes. Et donc cela invite à 3 propositions. Alors la première, elle invite à respecter la nature. Donc ça peut être assez trivial comme expression, mais l'idée c'est de dire qu'on doit s'inquiéter de nos obligations morales, si vous voulez, qui sont issues des conséquences de nos choix, à la fois sur le vivant et sur la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Alors il y a un grand nombre de philosophes, il y a un grand nombre d'anthropologues qui travaillent là-dessus, et tous les travaux de biogéochimie depuis Suss ou Vernadsky depuis fort longtemps, et tous les travaux d'écologie globale les plus modernes, les plus récents, nous montrent que nous aurions simplement, en fait, intérêt à respecter la nature pour un principe assez élémentaire, qui est le principe de précaution, qui peut être galvaudé effectivement ici et là. Mais l'enjeu, évidemment, c'est de préserver la reproduction de la vie dans nos territoires. Donc je vais le répéter, c'est-à-dire que tous les travaux scientifiques, anthropologiques, philosophiques convergent et montrent que en fait, l'enjeu, c'est définitivement de préserver le vivant. Et donc préserver le vivant, c'est évidemment préserver les humains. Et donc préserver la diversité des espèces, préserver la diversité génétique des espèces,
peut que nous aider à nous adapter au bouleversement des conditions de milieu. Et donc, on peut s'interroger, une fois que l'on a conscience de toutes ces informations, pourquoi continuons-nous de détruire le vivant? Alors, il y a aussi beaucoup de travaux en sciences sociales qui nous révèlent l'importance de nos liens d'attachement dans la fabrique du sens, dans la fabrique des identités, on est en Camargue, dans la fabrique des cultures. Que serait la Camargue, justement, sans ses chevaux, sans ses taureaux, sans les marais, sans les flamants roses? De la même manière, respecter la nature, c'est aussi respecter l'autre. Et donc, beaucoup de travaux en psychologie de l'environnement, ces 2 dernières décennies, ont documenté comment finalement se frotter à l'altérité de la nature, comment ces éléments-là facilitent le ressourcement, facilitent la connaissance de soi et facilitent la reconnaissance finalement et le respect des autres, qu'ils soient humains ou non humains. Et donc cette proposition finalement, c'est au-delà des choix techniques que nous devrons tous faire tôt ou tard, c'est aussi d'essayer de tenir compte des bouleversements actuels et en cours qui ne cessent de s'accélérer pour transformer, pour nous engager dans une transformation importante de nos relations à la fois au vivant, de nos attitudes, mais aussi de nos systèmes de valeurs à l'échelle individuelle, évidemment, mais aussi collective. Et cela me conduit à ma seconde proposition. La seconde proposition, c'est de vous inviter, de nous inviter à changer la manière dont on pense nos liens à la nature. On sait que les politiques de développement, les politiques de conservation de la nature, elles façonnent, elles structurent nos manières de penser nos relations et de penser aussi nos responsabilités vis-à-vis de la nature. Et depuis quelques années, le principe de solidarité écologique est apparu comme l'un des principes fondamentaux dans la loi de réforme des parcs nationaux français de 2006, mais également dans la loi de reconquête de la biodiversité de 2016. Donc la solidarité écologique, c'est l'étroite interdépendance des êtres vivants, humains compris, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés. Et donc ce principe de solidarité écologique, il propose une vision, en fait, où les humains font partie de la nature, ils font partie de la communauté du vivant, et donc à ce titre, ils ont une responsabilité, un devoir à l'égard des écosystèmes et des espèces qui les entourent. Et donc en devenant un facteur géologique, en devenant un facteur qui modifie, un driver qui modifie la Terre, en modifiant les eaux, en modifiant le climat, les humains nous devenons malgré nous des gestionnaires directs et indirects, qu'on l'ait souhaité ou pas, nous sommes devenus des gestionnaires de la nature. Et donc parce que tôt ou tard, on nous demandera des comptes, nos enfants nous demanderont des comptes sur ce que l'on fait ou ce que l'on fera des Flamants Roses, sur ce que l'on fait, ce que l'on fera des Gorges du Gardon, des paysages des Cévennes, du pont du Gard, de la planète. On doit évidemment en faire bon usage. Et donc le passage de la notion, si vous voulez, d'interdépendance sociale et écologique à la notion de solidarité permet de souligner 2 choses. D'une part, la communauté de destin entre les humains, les sociétés, leur société et leur environnement, mais aussi que nous avons tout simplement la possibilité de faire des choix. Nous avons la possibilité de tenir compte de ces jeux d'interdépendance et qu'on peut faire le choix, tout comme on fait le choix de la solidarité économique pour les territoires les plus démunis, de faire le choix de la solidarité sociale pour les plus fragiles d'entre nous, on peut faire le choix aussi de la solidarité écologique. Et donc, il s'agit pour cela de trouver évidemment des formes d'une responsabilité à la fois pour nous-mêmes et pour les conséquences de nos actes, mais aussi et surtout pour la nature et les générations futures. Ce qui me conduit à ma troisième et dernière proposition, celle-ci se veut plus peut-être opérationnelle. L'idée, c'est de favoriser, de mettre en œuvre une intendance environnementale des territoires. C'est-à-dire que la transition écologique, dont vous entendez tous parler au quotidien, elle nous oblige à repenser notre relation au vivant, mais aussi, et ça on l'oublie des fois, notre relation à la prise de décision et notre relation au pouvoir d'organiser nos vies.
Et donc l'intendance, ça consiste finalement à se soucier de ce à quoi nous tenons. Et donc si l'intendance, pour les plus érudits, en ont entendu parler certainement, elle est issue historiquement de toutes les grandes religions, parle d'intendance, de toutes les grandes pratiques traditionnelles de gestion des ressources naturelles s'apparentent à des pratiques d'intendance. Si pendant longtemps elles ont été plutôt paternalistes, plutôt anthropocentrées, beaucoup de praticiens, beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'ONG à travers le monde s'inspirent désormais de ce qu'on appelle l'éthique de la Terre, c'est-à-dire une éthique développée dans la première moitié du XXe siècle par un naturaliste et penseur, un forestier également, un chasseur également, nord-américain qui s'appelait Aldo Leopold. Et cette éthique, elle considère les relations des humains avec la communauté du vivant dont ils font partie. Et donc finalement, bien loin des approches que nous avons eues, nous, à la française, où l'intendant du roi, sous l'Ancien Régime, nous ramène à des approches plutôt descendantes et autoritaires, l'intendance qui est promue aujourd'hui dans différents travaux scientifiques est une forme d'action locale collective qui se combine à l'action publique et où les intérêts écologiques et les intérêts particuliers s'accordent justement dans la construction d'un intérêt général à moyen et long terme. Et donc cette intendance, elle apparaît de plus en plus comme, si vous voulez, une alternative collaborative ascendante aux politiques publiques pour favoriser la transition. L'intendance, c'est aussi une autre forme, ou c'est une forme, si vous voulez, d'extension de l'éthique du care, c'est-à-dire de l'éthique du souci et du soin que nous portons à autrui. C'est étendre cette éthique du care à nos paysages et à la nature. Et donc ça revient à mettre en œuvre, si vous voulez, une politique d'aménagement qui serait basée sur l'attention à la biodiversité, la sollicitude, la responsabilité et la solidarité à la fois envers les humains quant à leur accès aux ressources et envers le reste du vivant. En d'autres termes, cela doit permettre d'associer au souci de la protection de la nature, que cette nature soit sauvage, qu'elle soit modifiée par l'homme, qu'elle soit remarquable, qu'elle soit ordinaire. Il s'agit d'associer à la protection de la nature le souci des environnements dégradés, des inégalités sociales et des inégalités environnementales. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'être attentif aux relations que nous entretenons avec les autres, humains et non humains, et avec notre milieu. Comme le disait aussi Didier tout à l'heure, notre enjeu, c'est de maintenir les conditions d'une vie authentiquement humaine sur Terre, puisque nous en sommes déjà à cette étape-là. Alors, pour conclure, puisque je ne veux pas prendre davantage de temps, évidemment, l'enjeu des prochaines années, c'est d'adopter des approches pragmatiques qui soient capables de faciliter finalement la métamorphose de l'acteur, du territoire, de l'habitant, de l'élu en compagnon de la biosphère. Et donc pour forger vraiment collectivement les territoires capables de concilier activité humaine et biodiversité, il faut, je crois, considérer que l'être humain est toujours lié aux autres êtres vivants, que notre identité, elle est avant tout écologique, car nous sommes toujours en relation avec la nature. L'air que nous respirons en ce moment même, même si nous ne le payons pas encore, ça viendra peut-être, la nourriture que nous mangerons peut-être tout à l'heure, et les bactéries qui ont accompagné notre digestion. Tout ça, c'est la nature. Et donc, nous devons envisager la solidarité écologique comme un principe qui va alimenter une forme de partenariat avec la nature, car il s'agit définitivement d'être rationnel parce que nous sommes solidaires du vivant et solidaires avec le vivant parce que nous sommes des êtres aussi rationnels. Alors, avec cette crise sanitaire de la Covid-19, on a tous vécu les épreuves des confinements, de la maladie pour soi-même ou pour des proches. On s'est aussi tous rendu compte que nous avons été capables, de manière inédite, de nous adapter à une situation critique, bien au-delà de ce que l'on aurait tous pu imaginer. Et donc il est évident qu'il va falloir poursuivre nos efforts et transformer nos modes de vie pour faire face à la crise climatique et la perte de biodiversité. Donc il s'agit de rester optimiste, de rester lucide,
puisque en fait, lorsqu'un groupe humain s'inscrit définitivement dans une démarche de reconnaissance, de connaissance et de dialogue et d'évaluation des interdépendances sociales et écologiques au sein d'un territoire, il construit de l'action collective et il accroît sa capacité d'adaptation et ainsi sa résilience aux crises. Voilà. Je vous remercie de votre attention.